Bonjour à tous et bienvenue sur un tout nouvel épisode d'Héritage de guerre saison 2. Aujourd'hui, Héritage de guerre va s'installer dans la Manche pour vous faire découvrir le hangar d'Écosville qui se trouve juste derrière moi. Alors je vous propose de partir en plateau pour découvrir cette histoire. Événements, musées, monuments, actualités, podcasts. Téléchargez votre application d'ID Live. Disponible gratuitement sur Apple et Google Store. Donc de retour en plateau, donc bonjour Pascal, donc déjà pouvez-vous vous présenter ? Alors bonjour, moi je m'appelle Pascal, donc Lecureuil, je suis guide conférencier sur le site, donc par rapport à l'historique du bâtiment, du site en général et de la marine, puisque c'est un bâtiment de la marine nationale. Donc on va tout de suite commencer donc la première partie d'Héritage de guerre sur l'histoire de ce hangar. Donc tout d'abord, donc à quelle époque a été construit le hangar ? Alors la marine arrive ici exactement le 5 novembre 1916. Donc on est sur la Première Guerre mondiale bien sûr. Et à partir de début 17, il y a la construction de deux hangars. Donc celui-ci qui nous reste, qui est en béton armé, et un autre qui a disparu, qui était donc le fameux hangar en bois. Quel était le rôle principal du hangar ici, juste derrière nous ? Alors là, c'est un hangar qui abritait, qui protégeait de la météo principalement, des vents, de la pluie, etc. Les dirigeables, donc c'est le matériel de l'époque le plus performant pour aller en mer. Donc on est sur l'aérostation, qui deviendra l'aéronaval, etc. Ça fait partie de l'aviation. D'accord. Donc les dirigeables allaient en mer pour repérer les sous-marins allemands qui, eux, faisaient le blocus entre le Royaume-Uni et la France pour empêcher le ravitaillement du front. Donc c'était très très important et c'était surtout le seul moyen, donc ce bâtiment, ce type de hangar, pour entreposer, stocker et surtout préserver ces fameux dirigeables. Donc les dirigeables, donc ils étaient envoyés sur la mer Manche. Oui. Quel était leur rôle principal à eux, les dirigeables, et pourquoi avoir envoyé des dirigeables à l'époque ? Alors, pourquoi des dirigeables ? Simplement parce que l'avion ne pouvait pas remplir ces missions-là en 1917. C'est-à-dire que le dirigeable a une autonomie de vol, une capacité à porter des choses, donc principalement la nacelle, le pilote, le commandant, etc. Et la fameuse TSF, donc transmission sans fil. Donc c'est le seul moyen pour aller en mer, y rester et transmettre les positions aux bateaux de la marine qui accompagnaient ces missions. Alors pour ce qui est de ces missions, on en a plusieurs. La principale, c'est de faire les tours de la côte. Donc la côte ici, c'est bien évidemment en gros 40 ans jusqu'à Barneville, jusqu'au Mont-Saint-Michel même. Mais c'est principalement la surveillance des ports, savoir s'il y a des mines qui ont été posées. C'est le repérage des sous-marins allemands, qui donc, comme je vous le disais, faisaient le blocus. Et la troisième chose, c'est d'accompagner les convois. D'accord, donc combien d'unités opérationnelles ici ont pu être stationnées ici ? Alors là, on est en gros sur 250 personnels de la marine pour deux hangars. Donc il y a celui-ci, D'accord. mais il y avait l'autre. Qui correspond en gros à 3 dirigeables par hangar. On n'en a pas parlé, mais ce hangar, une fois construit, donc en 1919, c'est cela ? Il est terminé en 19, oui. Donc quel matériau a été utilisé ici pour construire ce hangar ? Alors là, c'est justement le côté technologique et novateur de ce bâtiment. Alors, je vous rappelle qu'on est en 1916-17, enfin 17-19 pour la fin. Oui. On est sur du 100% béton armé. Ce qui est donc la première fois qu'on réalisait ce type de bâtiment, donc en 100% béton armé. Et ça sera le seul qui restera dès le début, c'est-à-dire dès 1918-19, puisque la guerre, alors ça c'est la bonne nouvelle, s'est arrêtée. Oui. Donc il n'y a pas eu d'autres bâtiments hangars dirigeables de construits par la suite, par la marine. Pouvez-vous nous parler un petit peu des dimensions de ce hangar ? Puisque voilà, il fait quand même une hauteur assez haute. Donc pouvez-vous nous en parler ? Là on est sur donc 32 mètres, 31,80 pour être exact. On est sur 150 mètres de long et sur 40 mètres au sol. D'accord. Voilà. Donc est-ce qu'il laissait la place à un dirigeable de rentrer Alors, librement ? les dirigeables à cette époque-là, il y en avait deux. Le plus gros faisait un bon 75 mètres. Mais donc on y avait largement la place pour le mettre. Les dirigeables à l'intérieur, ils étaient gonflés, j'imagine, pas à l'air. L'air est trop lourd, j'imagine, pour Non, faire... alors, pour simplifier, c'est de l'hydrogène. Et pour simplifier, l'hydrogène, c'est jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après, la suite, c'est de l'hélium. Donc on va tout de suite passer à la partie 2 d'héritage de guerre sur l'histoire du hangar. Donc la partie 2 qui va concerner l'histoire de ce hangar pendant le conflit 39-45.
Donc, à quelle époque les Allemands sont venus occuper ce hangar? Alors là, ça va très très vite, dans le sens où juin 40 évidemment, et donc début 41, les Allemands sont déjà là, ils sont évidemment à Montebourg, qui est le chef-lieu de canton, dont dépend le hangar, et les Allemands vont l'utiliser dès 41, et surtout fin 41, début 42, systématiquement pour l'organisation TOT. C'est-à-dire de 41 à 42, ils font un peu de ménage, ils mettent en place le site, et à partir de 42 jusqu'à évidemment 44, c'est le siège de l'organisation TOT, c'est ce qu'on appelait à l'origine un Bestanslager. Bestanslager, ça veut dire que c'est un lieu de logistique, de stockage de matériel. Justement, ce stockage, on venait y stocker quoi? Des véhicules, des armements? Alors, il n'y a pas d'armement, puisque ça aurait pu, ceci dit, mais c'est l'organisation TOT, donc c'est en gros ce qu'on appelle du BTP aujourd'hui. Évidemment, c'est militaire allemand et pendant la guerre, ça bien sûr. Mais c'est en gros, alors il y avait tout un système de logistique qui correspond à la voie ferrée qui est derrière le hangar, qui est à 600 mètres derrière. Donc cette voie ferrée permettait de Berlin, Paris, Caen, jusqu'ici, amener du matériel. Donc tout ça, toutes ces caisses de matériel qui arrivaient par le train, arrivaient ici, puisqu'il y avait une petite ligne qui rejoignait la voie principale, qui est aujourd'hui le Cherbourg-Camp. D'accord. Et toutes ces caisses étaient stockées par utilisation dans le hangar, donc des pelles, des bottes, des pioches, enfin, tout ce qu'il faut pour construire, quoi. Alors, ce hangar, à quoi il a réellement servi pour les Allemands? Il a vraiment servi de logistique ou il leur a servi pour autre chose? Alors, il y a plusieurs choses sur le site. Le hangar en lui-même, il a servi vraiment à l'organisation TOT de logistique, mais qui était d'ailleurs en parallèle et en communication constante, évidemment, avec, à 2 km ici, l'ancienne, qui n'existe plus aujourd'hui, mais la cimenterie du Ham. Donc la cimenterie et la carrière de Fréville. Donc ici, vous avez ce qu'on appelait à l'époque, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui, mais qui n'est plus le cas sur le site, un nœud quand même économique, un nœud logistique, puisque vous aviez ici, là, 20 km de terrain pour poser un avion, 20 hectares, pas 20 km, 20 hectares de terrain pour poser un avion. Vous avez le bâtiment qui sert de stockage, la voie ferrée qui sert de dispatchage, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire pour emmener tout ce matériel-là, par exemple pour la construction des batteries d'Asville, les batteries de Crisbeck, ou même sur Saint-Lô, enfin vers Saint-Lô. Et de l'autre côté, donc à 3 km, vous avez la source de production, le ciment. Que s'est-il passé avec les portes métalliques du hangar sous l'occupation allemande? Alors, c'est pas tout à fait sous l'occupation. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est sous l'occupation ou juste avant l'occupation. Il y a deux théories. Alors, il y en a une qui a été évidemment faite par les Français, par la marine, comme quoi les portes auraient été testées par les Allemands et ils auraient fait une fausse manœuvre et les portes seraient tombées. Ça, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où il y a une date qui est passée dans le journal de Valogne en 1940. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 40, il y a une mini tornade qui a fait tomber et plier les portes. D'accord. Donc, alors la seule chose qu'on ne sait pas, c'est qui a ouvert les portes. C'est ça. L'histoire ici donc de Normandie nous rappelle donc bien sûr le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Donc les Américains arrivent. Quelle division ici est venue libérer ce hangar? Alors ici, entre guillemets, ça va très vite, c'est-à-dire qu'évidemment, débarquement 6 juin, bien sûr. Et le 8 juin, les Américains sont déjà là derrière la haie, par là-bas. Ces deux sections, en fait, c'est la 325e des gliders et la 505 qui arrivent ici, depuis Sainte-Mère, à la fois Utah Beach, Sainte-Mère et Sainte-Mère parachutage, bien sûr, qui viennent ici, qui arrivent donc le 8, qui ont la mauvaise idée d'attaquer pour libérer le bâtiment de face ici. Et tout est à découvert là, de le champ, donc ils ne vont pas y arriver. Ouais. On est sur une centaine de morts quand même. Et dans la nuit suivante, c'est-à-dire du 9 au 10, ils vont passer par le côté, ici, par le côté ouest. Et du coup, ils vont réussir pour deux raisons. La première, c'est que là, ils sont plus à couvert. Et la deuxième, c'est que les Allemands qui étaient ici en position vraiment avec un ordre précis de tenir 24 heures pour ralentir, non pas pour protéger d'ailleurs, ni arrêter, surtout pas, pour ralentir les Américains. Les Allemands vont passer ces 24 heures-là, comme c'est noté, et les 24 heures se terminent dans la nuit du 9 au 10, donc ils vont partir. Les Américains se sont utilisés de ce hangar. Pourquoi ils s'en sont utilisés? Ils ont stocké quoi ici? Exactement pareil que les Allemands, de la logistique? Alors, il y a deux grosses périodes, entre guillemets, donc une qui est beaucoup plus importante que l'autre, mais à partir du 8-9 juin,
jusqu'au 11 jours, 10 jours plus tard, jusqu'au 20 juin en gros, c'est-à-dire le passage d'ici à la sortie de Montebourg, donc cette bataille du hangar et Causeville-Montebourg, c'est 20 jours, c'est 10 jours de bataille. En fait, pendant toute cette période-là, en gros jusqu'à presque fin juin, ça va être un hôpital militaire en fait. D'accord. Voilà. Ça va être une zone de repos et hôpital militaire. Ensuite, à partir de la fin juin, donc après la prise de Cherbourg, ça va devenir, en rapport avec Cherbourg bien sûr, toute la logistique véhicule américaine. C'est-à-dire qu'ici, on est sur, si vous voyez bien sur la carte, on descend de Cherbourg, on va vers Bayeux, vers Caen. Et de l'autre côté, on passe ici et on descend la Manche. D'accord. La fameuse bataille des haies, la première. Donc ici, vous avez toute la notion logistique d'entretien, réparation des véhicules qui passent et qui vont dans un sens ou dans l'autre, ou vers Carentan, vers Saint-Lô, voilà. Donc c'est un garage automobile en gros, de réparation. Donc on y venait, y réparer des chars, des jeeps, un peu de tout. Tout le matériel. On a dans le hangar des graffitis qui attestent des Sherman, des GMC, enfin tout. Et donc il y avait des compagnies ici. Ce qu'on appelait HAM, Heavy Automotive Maintenance. En gros, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des réparateurs poids lourds, hein, des mécanos, qui géraient tout ça, qui géraient principalement les essieux et les roues, puisque c'est là où il y avait les mines. Quand un véhicule était attaqué, ou il sautait sur une mine, ou les fameux Allemands qui tiraient. Donc, il y a un système. Et dans le champ, là, vous aviez pas loin de 7 hectares de pneus quand même. D'accord, ah oui. Donc c'est un gros garage de réparation. Il servait vraiment de garage et d'hôpital militaire du coup. L'hôpital militaire, c'est la première période qui s'est arrêtée fin juin. D'accord. Après, c'est que un garage. Les Américains sont venus donc en force libérer forcément ce bâtiment. Donc, quelles sont les traces qui sont encore visibles des passages des Américains ? Pour la libération ? Oui. Le jour de la bataille du hangar. Oui. Quoi. Alors, vous avez sur le côté là des traces d'impact de balles, etc. Sur l'autre côté, on ne voit pas d'ici, mais il y a eu quelques tuiles qui ont sauté. Mais les Américains, principalement, voulaient libérer, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, le bâtiment, le hangar, sans l'abîmer, puisqu'il était déjà prévu que ça soit un bâtiment de logistique. Oui, donc ils avaient déjà par l'idée de s'en servir. Voilà, donc l'idée, c'était surtout pas de le détruire, c'était de le préserver. Donc en fait, ils ont fait un peu 24 heures comme ça en essayant de faire le tour, et puis les Allemands après sont un peu partis. Donc en fait, le hangar est plutôt libéré sans grosse casse. Avez-vous une idée du nombre de soldats qui pouvaient ici y être postés pour la période américaine ? Oui. Alors, au niveau soldats, c'est comme les Allemands, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas des militaires de combat, c'est des compagnies de mécanos. Donc il y avait des HM, la 864, etc. Il y en avait plusieurs, il y en avait 3. Donc on n'est pas sur du militaire d'attaque, de combat, etc. On est sur du militaire de maintenance. Donc on va passer à la partie 3, donc, sur l'histoire de ce hangar. Donc partie 3 qui concerne donc, le après-conflit 39-45. Donc les Allemands, une fois le conflit terminé, ils vont partir ce hangar, ils vont le quitter. L'armée française va venir ici s'y installer. Oui. À quoi l'armée française va s'en utiliser de ce hangar ? Alors, il y a même 3 périodes, mais bon. Il y a la première, vous savez quand même que les Allemands, les prisonniers, ne vont partir de France, et d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, nous, c'est évidemment de France, qu'en 1948. Donc, de 44, puisque la libération ici, c'est 44, la fin de la guerre, de 44 à 48 et même jusqu'en 52-53, ici, ça va être ce qu'on va appeler un soutien à la reconstruction. C'est-à-dire qu'on va récupérer tout l'acier qu'on peut appeler militaire, les canons, tout ce qui traîne, les chars, les carcasses, tout ça. Ça va être amené ici, ça va être tronçonné, meulé, et ça va servir, avec la cimenterie du Ham qui a une forge, ça va servir à fabriquer de l'acier nouveau pour la reconstruction. Donc ça, c'est la première petite période qui suit la guerre, hein, qui est une suite logique du conflit, qui va arriver en gros jusqu'en 53. De 53 à 55 vont être transformés ce bâtiment-là comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire que les portes ayant disparu, il va être comblé comme ça, la façade actuelle, c'est-à-dire que la marine, en gros, va fermer le hangar avec une façade parpaing. Et pourquoi ils vont le fermer ? Pour la période qui va suivre, donc 55, principalement 59,
72, qui est celle du CEA, du Centre Études Atomiques. En fait, la marine va rendre top secret le terrain militaire, là, ici. Voilà, donc il va y avoir une garde des fusiliers commandos, il va y avoir un doublage des barbelés, le mur, et à l'intérieur va donc y avoir le CEA qui ici s'occupe de tous les systèmes d'accrochage et de largage et de tous les calculs d'accrochage et de largage, ce qu'on peut appeler le déclipsage à l'époque, de la bombe par ballon, de la bombe atomique, donc la dépendance atomique voulue par De Gaulle, qu'on a toujours aujourd'hui bien sûr. Donc ici va être mis en place tous ces essais-là de calcul, et alors virtuel évidemment, on ne va pas faire sauter la bombe ici, mais en relation avec effectivement les essais qui vont être réalisés jusqu'en 62, c'est-à-dire ici 59, 65, jusqu'en 62 dans le désert, dans le sud de l'Algérie, et après à partir de 66 à Mururoa dans le Pacifique. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2026, ce hangar il est toujours présent, vous l'utilisez. Pourquoi vous l'utilisez ici vous faites quelle activité au sein même du hangar à l'intérieur? Alors bien évidemment la première activité c'est le tourisme, oui. C'est-à-dire de le rendre visible, de le rendre visitable et de l'inscrire dans le patrimoine local et plus évidemment. Puisqu'on a des contacts nationaux, internationaux par rapport à ce bâtiment-là, puisqu'il faut quand même savoir que c'est le seul qui reste au monde de 14-18 quand même. D'accord. Donc il y a quelques contacts avec par exemple Zeppelin en Allemagne ou les Anglais qui ont aussi un hangar mais des années 20. Donc ça c'est le côté touristique qui est en rapport avec le musée, donc tout l'historique du site. On reprend tout cet historique qu'on a fait là aujourd'hui par exemple, en développant toute cette actualité et toute cette histoire locale. Et à l'intérieur du hangar, par exemple, mais aussi en extérieur, mais c'est principalement en intérieur, on fait beaucoup de choses, disons, d'un point de vue culturel, patrimonial, qui est assez large, puisque ça va par exemple d'un clip vidéo pour un groupe qui veut faire une présentation vidéo de son nouvel album. On a fait un opéra, on a fait Arte, on a fait une séquence pour les magiciens chez Arte. D'accord. On a aussi, qui va sortir cette année, un grand film Pathé Cinéma Gaumont. Oui. Sur De Gaulle 40-44, alors je n'ai pas le titre exact, mais... Oui, j'ai vu passer l'affiche. Ouais, ah bah d'accord. Oui. Donc ça a été tourné ici pour les premières scènes. D'accord. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. On a fait Patrimoine Normand, alors ça c'est évidemment de l'écriture, c'est-à-dire que c'est une revue. Oui. On a fait France Culture la semaine dernière pour l'enregistrement d'une partie comment je pourrais vous dire, d'une polyphonie contemporaine sur les alarmes, etc. Ils ont enregistré dans le hangar par rapport à cette sonorité particulière. D'accord, donc on voit vraiment que le hangar est très, très, très demandé, même 80 ans après le débarquement. Oui, la partie du débarquement n'est pas forcément la plus importante, mais elle est primordiale, puisque ici on est évidemment sur le parcours Sainte-Mère-Cherbourg, puisqu'on est sur la fameuse RN13 qui est le parcours. Donc c'est très important, d'autant qu'il y a la bataille de Écosville-Montebourg qui va bloquer les Américains 10 jours sur les 20 jours du parcours Sainte-Mère-Cherbourg. Mais on a une importance qui est celle des commémorations en fait, du 15 mai, 15 juin. Quoi. Voilà. Mais les gens viennent quand même par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on est sur le bassin du débarquement, puisque ça fait à 5 km. Donc voilà. Mais il y a ce côté dirigeable, aérostation, Première Guerre mondiale qui intrigue. Eh ben, merci à vous d'avoir répondu à mes questions, d'avoir participé à cet épisode d'Héritage de guerre. J'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et on va se retrouver très prochainement pour un tout nouvel épisode d'Héritage de guerre. À bientôt. Au revoir. C'était votre programme avec notre partenaire majeur,